Mesdames et messieurs, merci de suivre la DDH News Télévision. Bienvenue dans ce rendez-vous entretien, un rendez-vous au cours duquel nous abordons toutes les questions d'actualité sans tabou. Entretien aujourd'hui reçoit pour vous, madame, qui est habituée à cette émission et même à cette chaîne, nous parlons de Dr Marie-Claire. Docteur Marie-Claire, vous le savez, elle est experte dans beaucoup de questions liées aux droits de l'homme. Avec elle, nous allons parler des questions d'actualité en République démocratique du Congo, soit-elle politique ou sociale. Marie-Claire, bonjour. Bonjour, cher. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et surtout de répondre toujours à l'invitation lorsque nous avons besoin de vous. Merci, c'est un plaisir pour moi. Ouais. Merci. Vous savez, nous allons aborder trois questions d'actualité. Ouais. La première, c'est l'investiture du gouvernement, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi pendant le deuxième mandat, gouvernement Judith Tuluka, comme on aime le dire, c'est elle la première ministre. Le gouvernement a été investi il n'y a pas longtemps par les députés nationaux. Alors, question de la représentativité de la femme, qu'est-ce qu'on en dit? Elle-même, qui a présenté son programme, le programme considéré par certains analystes comme très ambitieux, et 4 axes, 4 piliers pour les 5 ans. Mais il y a aussi une autre question, c'est celle des émoluments des députés nationaux. Vital Kamerhe, qui est le président de la Chambre basse du Parlement, qui dit non, c'est 5 000 $, les autres qui disent c'est 8 000 $, les organisations des droits de l'homme ou de la société civile qui disent que c'est même plus, les uns parlent de 21 000 $ ou de 33 000 $. Est-ce un débat républicain? Pourquoi on pose ce débat? On soulève cette question-là aujourd'hui. Et enfin, c'est cette fameuse question de la majorité extra-parlementaire. Pourquoi? Est-ce officiel au sein de l'Union sacrée? Quels sont les objectifs? Qui sont les initiateurs? Voilà les trois questions importantes qui vont constituer l'essentiel de notre émission. La première question, madame Marie-Claire, le gouvernement Judith. Merci beaucoup. Êtes-vous satisfaite de la représentativité de la femme d'abord? Oui, je suis satisfaite. Satisfaite, oui. Selon notre constitution, la parité est définie comme parité, 50%. Si on regarde même la représentativité de notre population, les femmes sont à 51% et les hommes à 49%. Donc si on parle parité, les femmes devraient représenter 51%. Mais la loi sur la parité avait dit au moins 30%. Et nous sommes à 32%. Mais pour la première fois, c'est pour cela que nous devrions d'abord être satisfaites de ce qui est là en tant que femme. Je suis satisfaite avec un grand remerciement au champion de la masculinité positive. Le président Fachi a démontré que non seulement il peut compter avec nous, mais il nous fait la confiance totale en prenant cette deuxième mandature. Je pense, vous êtes premier gouvernement, je voudrais bien que ce soit premier et dernier durant tout le long de la mandature pour donner à Madame Tuluka de faire son travail comme il le fait pendant les 4 ans et demi qui nous sont restés. Donc je suis très satisfaite de Madame Judith, de sa nomination, Judith Suminwa Tuluka, et je suis aussi satisfaite de la façon dont elle est entrée en scène. On voit du sérieux, on voit dans son plan, son programme qu'elle a fait, elle a défini 4 principes directeurs qui sont des principes qu'il faudra vraiment tenir compte, qui sont même le fondement des changements possibles si le Congolais lui tend le bras, le soutient pour pouvoir faire ce travail. Elle parle de la dignité, de faire en sorte qu'on puisse travailler pour élever la dignité des Congolais. Si tu regardes bien, le Congolais aujourd'hui, qu'il soit leader, qu'il soit élite, qu'il soit pasteur, qu'il soit chrétien, qu'il soit élève, qu'il soit professeur d'université, qu'il soit marchand, le Congolais moyen est impliqué dans la corruption sans aucune dignité. Des choses que moi j'ai vues pendant les élections, moi je suis revenu au pays récemment, c'est
totalement inacceptable. On dirait que la moralité même de la personnification de notre société est totalement détruite. Et donc quand elle base son travail sur élever la dignité du Congolais, je dis je suis d'accord. Et puis elle dit aussi qu'il faudra créer le dialogue. On va parler de la majorité extra-parlementaire. Et là, le principe des dialogues, c'est le principe constructif. C'est un principe qui va permettre à ce que nous puissions tenir nos leaders redevables. Tout le monde devra entrer pour qu'ils fassent ce pourquoi ils sont dans les services où ils sont et que nous les supportons parce qu'ils sont payés avec les contribuables de l'État. C'est nous qui les mettons là pour nous servir. Donc ce principe aussi m'émerveille énormément. Et quand elle dit d'élever le Congo à, ça veut dire la croissance économique, que le pays soit au niveau des pays même développé. Oui, le Congo peut être un pays développé. Pourquoi il fait peur à tout le monde dans le monde entier? Les potentiels qui sont dans le Congo peut être parmi les premiers pays développés du monde. Ce qui retient le Congo aujourd'hui, c'est les Congolais. Que les Congolais n'attendent pas que quelqu'un viendra le relever pour pouvoir faire de lui le grand homme, la grande femme, le grand pays dont il est béni pour être. C'est pour cela, je pense que déjà en définissant que le principe directeur, je suis tout à fait d'accord, mais aussi les piliers, ce sont des piliers qui vont dans le même sens que ce que le président Fathi nous a promis. Oui, revenons pas à la satisfaction. Vous êtes satisfaite des 32% des femmes au sein de ce gouvernement ici? Je dis que c'est un premier. Au niveau numérique ou au niveau qualitatif? D'abord, ça aussi, c'est quelque chose que je vais dire déjà d'emblée, parce que je ne connais pas individuellement tous les femmes qui sont dedans. Mais pourquoi seulement les femmes? Même les hommes, non. Quand on parle de mérite, pourquoi la femme doit être celle à qui on veut qu'elle soit la plus méritante et non l'homme? Donc moi je me dis que ce soit tous les hommes. Quand même, non? Non, mais c'est ça. C'est la différence. Non, c'est vrai. La femme fera la différence. Mais déjà, il y a un biais et il y a déjà une égalité de jugement au départ. Moi, je voudrais bien, et elle l'a dit, qu'elle constituera son gouvernement, elle travaillera avec son gouvernement selon le mérite et dans la probité. Cela s'applique à tous les 55 ministres qui sont nommés dans son gouvernement, femmes, hommes. Et on veut bien qu'il s'élève à ce niveau-là et que nous, les souverains primaires, devront aussi le regarder et le rendre redevable. Maintenant, les femmes qui sont élues, je suis sûre et j'espère qu'elles ont aussi été soumises aux mêmes critères de mérite et de probité. Et je sais, par définition, qu'une femme méritante vaut plus. Parce qu'elle est beaucoup plus sérieuse, elle est beaucoup plus soumise justement à ces critiques de la société qui veut qu'elle excelle. Et donc, elle se met avec beaucoup plus qu'un homme qui déjà, par nature, par la société, on tolère tous ses défauts, on l'accepte tel qu'il est. Et donc, je suis sûre qu'elles feront du bon travail. Et elles-mêmes à la tête du gouvernement. Oui, vous avez déjà abordé la question de ce programme autrement. Ouais. Ce programme qui a été validé presque à 90% au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale. Ouais. Est-ce que ce n'était pas tout simplement une validation politique? Est-ce qu'ils sont convaincus ou vous aussi vous êtes convaincus vraiment que c'est un programme qui est réaliste? Ce programme, Madame Judith Souminoa Toulouka l'a amené dans le Parlement, mais si vous regardez bien, c'est le programme que le président Fathi avait déjà fait tout le temps campagne sur ça. Et quand il est revenu le jour de l'investiture, c'est le même promesse. C'est ça exactement. Donc tous ces députés, s'ils ont fait la campagne, surtout celle de la majorité, il faut dire que c'est la majorité qui est importante dans le Parlement, ils l'ont fait en croyant à ces
programme-là. Et donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau qui devrait venir rediscuter dans le Parlement. C'était beaucoup plus facile et nous croyons. Et c'est vraiment fondé aussi sur le plan national de développement stratégique du pays qui veut justement nous amener à l'émergence. Voilà le mot que je cherchais. Et donc, avec une croissance économique qui nous permet d'y aller, mais il y a des prérequis. Il faudra d'abord assurer la sécurité et il faudra d'abord assurer le social du Congolais. Parce que c'est le social du Congolais qui y a beaucoup manqué dans la première mandature. Et il a manqué parce qu'il n'y a pas eu un véritable accompagnement du chef de l'État autour de son environnement de leadership. Nous avons vu beaucoup de détournements, nous avons vu beaucoup de laisser-aller, il n'y a pas eu d'évaluation de la performance. Vous pensez que le gouvernement Judith va résoudre la question des détournements? J'aimerais bien que ce ne soit pas seulement le gouvernement Judith, que ce soit les Congolais, que ce soit nous tous. Mais vous tous, vous n'aurez pas à mettre la main sur les détourneurs quand même. Ah oui, il faudra bien qu'on entre dans un état de droit. La société civile le fait, mais vous vous limiterez aux dénonciations, madame? Non, écoutez, il faudra bien que d'abord il y ait des réformes au niveau du système judiciaire. Nous voudrons bien que dans ce gouvernement, avec le ministre Mutamba, qu'il y ait des vraies réformes judiciaires qui font en sorte que les magistrats, les fonctionnaires de la justice font leur travail. Il y en a qui proposent qu'il y ait par exemple un parquet spécial pour lutter contre la corruption. Maintenant, les techniques de la faisabilité, les experts le diront. Je ne suis pas experte, mais moi, j'ai écouté dans un forum une proposition faite par le professeur Chibangu Kalala, que j'ai beaucoup aimé, qui voudrait bien justement qu'on puisse réformer totalement cette justice, et surtout par rapport aux les juges et les magistrats au niveau de ces services. Si on a une justice plutôt qui fait son travail, c'est très facile après pour que tout le monde puisse entrer dans le bain. Mais ce que nous voulons ici, si nous voyons, le message, il est là. Hein. Même le peuple est fatigué. Les ministres, ou bien plutôt, disons, les exécutants, que ce soit au niveau national ou au niveau décentralisé ou déconcentré, ils doivent savoir que les choses ne sont plus comme avant. On l'a à l'œil. On ne va pas s'arrêter seulement aux dénonciations. Il faudra qu'il y ait des mesures, des programmes qui font en sorte que les gens ils sont rétribués selon leur performance. La justice qui marche, c'est celle qui donne à chacun sa mérite. Bon, mais il y a une autre décision prise au sein de ce gouvernement, mais qui fâche pour un certain groupe de Congolais. C'est cette ancienne affaire, cet ancien dossier des dollars. La dédollarisation de l'économie congolaise. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est irréaliste? Avec toutes les mesures qu'ils ont prises là, parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui a déjà réussi. Ouais. Et pourtant, c'est ça la souveraineté du Congo. Comment nous pourrons pas être, comment nous pourrons vraiment... Vous êtes souverain, mais vous êtes moins développé. Non, c'est ça, je veux dire. Aussi, c'est là, sur le plan économique. Pour pouvoir avoir la croissance économique dont nous avons besoin, être dépendant de nous-mêmes, comme dans beaucoup d'économies. Il faudra que ce soit notre monnaie qui soit la monnaie de base. Cette situation de dollariser notre pays ne nous a pas beaucoup amené à pouvoir gagner beaucoup sur le plan économique. Donc moi, je pense qu'il faudra bien... Les défis, les programmes sont ambitieux. Les propositions sont beaucoup plus ambitieuses aussi. Mais pourquoi pas? Pourquoi les Congolais ne pourront pas rêver? Il faudra rêver, se donner les moyens d'y aller. Pour l'instant, toute notre économie est basée sur enrichir le pays de l'extérieur, aussi bien ceux qui nous pillent que ceux qui viennent casser notre économie ici en nous vendant tout est importé. Pourtant, nous sommes une économie qui pourrait aussi exporter beaucoup si nous nous mettons à consommer congolais, à développer la production et la consommation congolaise et à l'extendre à dehors. Nous sommes situés géographiquement au centre de l'Afrique. Nous pouvons déjà même créer un marché autour de nous qui est suffisant pour pouvoir nous rendre
beaucoup plus économiquement fort. Toujours en rapport avec le gouvernement, une question qui vous concerne directement en tant que médecin. Lorsque le gouvernement Judith a pu présenter le programme, il y a des analystes dans le domaine de la santé qui ont estimé qu'aujourd'hui, il faudrait avoir le courage de dire par exemple que la médecine moderne qu'on appelle européenne ou occidentale, cette médecine a eu des limites. On l'a vu ici avec cette affaire de Covid. Il y en a qui n'ont pas accepté le vaccin mais qui ont pu recourir au traitement naturel, c'est-à-dire au moyennant des plantes. Et il y a aujourd'hui des plantes médicinales qui soignent et guérissent plus que les traitements occidentaux. Et dans les différents programmes, dans le domaine de la santé, dans les universités, on n'en parle pas. On ne veut pas se pencher sur cette médecine naturelle. Et on voit plutôt les étrangers, américains, etc., les Indiens qui viennent, mais qui soignent les gens sur base de traitements naturels, sur base de plantes. Ouais, c'est tout à fait une bonne discussion et moi je suis d'avis, même étant médecin, je suis d'avis qu'on puisse investir dans la recherche et aussi bien dans la façon de faire ça correctement. Le problème qu'il y a avec la médecine traditionnelle, elle n'est pas régulée. Il faudra la réguler. Moi j'ai vu en Inde, j'ai vu que des médecines traditionnelles sont régulées et donc on peut après recherche, essayer de systématiser et standardiser les protocoles de prise en charge médicale d'une façon traditionnelle. Et à ce moment-là, on peut être sûr que tel traitement à telle dose traite telle maladie correctement et assurer la santé des gens. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le programme soit d'abord introduit dans les facultés de médecine à l'université? Mais c'est ça, il ne faut pas forcément l'introduire dans les facultés parce qu'il est nulle part. Il faut le concevoir, il faut faire des études. Il y a beaucoup déjà de médecins traditionnels qui traitent, hein. C'est seulement pas régulé. Mais normalement, même ici, dans nos villages, partout, il y a beaucoup de gens qui sont traités d'abord d'une façon traditionnelle dans différents endroits. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas pour sûr dire et déterminer que le traitement a soigné ou c'était juste des faits somatiques qui ont soigné parce que ce n'est pas quantifié, ce n'est pas vraiment étudié scientifiquement pour pouvoir valider les faits et les transposer, les répéter. À ce moment-là, on peut. Pourquoi pas? Moi, je suis pour. C'est aussi dans la même façon que je dis consommons congolais. Même la médecine, pourquoi pas la consommer congolaise? Mais c'est des projets à pouvoir réfléchir dessus et long terme. Et bien sûr, à ce moment-là, après, on peut le mettre à l'université. Mais on n'a pas besoin que ce soit seulement étudié par le médecin à l'université. Ça, ce sont des pratiques qui peuvent être aussi apprises au niveau communautaire. Parce que le problème qu'il y a de soigner les malades, c'est que nous avons hérité la médecine occidentale qui est bonne, mais qui fait qu'on puisse beaucoup se baser sur le curatif à des différents niveaux de paliers. Et nous voyons que malgré les efforts, malgré qu'au départ, on avait les meilleurs systèmes de soins de santé primaire qui existaient en Afrique et qu'on avait une meilleure couverture de distribution de soins de santé primaire, il y a toujours des problèmes d'accès aujourd'hui et des problèmes de protection, c'est-à-dire les frais des soins de santé ne permettent pas aux gens de ne pas tomber encore plus dans la pauvreté. C'est pour cela qu'on parle de la couverture sanitaire universelle. Mais pour pouvoir bien y arriver, il faudra pour moi investir énormément dans la santé communautaire. Parce que c'est la santé de base, c'est elle qui capte d'abord les personnes dans leur case, dans leur rue de village. Et ça, c'est une santé, une médecine qui pourra inclure entre autres une médecine traditionnelle bien établie, bien définie. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission Entretien sur la DDH News Télévision. Abonnez-vous très nombreux, vous ne serez pas déçus.
nous recevons Dr Marie-Claire, médecin de formation qui s'est spécialisé même en économie de santé, et elle l'a dit, vous-même vous avez suivi. Nous sommes en train d'aborder avec elle les questions d'actualité, les questions qui fâchent, les questions que vous vous posez. Voilà pourquoi nous l'avons cherchée comme experte, pour qu'elle cherche un peu à analyser la situation avec vous et que peut-être vous trouviez des réponses aux questions. Alors, parce que nous parlions du gouvernement, mais ça surprend. Vous avez parlé de la majorité extra-parlementaire. Ouais. Nous avons une majorité parlementaire au sein de l'Union sacrée, mais maintenant une majorité extra-parlementaire, c'est pour qu'elle vient faire quoi? Elle vient faire quoi? Qui en sont les initiateurs et quels sont les objectifs? Alors, il faudra retenir ici que l'Union sacrée de la nation a des principes aussi, comme j'ai parlé, des principes du programme de Madame Touminois. Et parmi les principes directeurs de l'Union sacrée sont les principes de participation, de redevabilité, de solidarité. Ce qui fait que tout parti politique ou regroupement politique signataire de l'Union sacrée, de charte de l'Union sacrée, adhère à ces principes. Ces principes n'ont pas défini que ce sont les partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale qui feront partie de l'Union sacrée. Tout parti qui a signé les chartes est membre de l'Union sacrée. Alors, après les élections, il s'est fait que certains partis ont pu avoir de représentation au niveau de l'Assemblée nationale, régionale et provinciale, ou même au niveau des bourgmestres municipal. Maintenant, d'autres n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas atteint des seuils, simplement. Oui. Hein? Alors, pour ce parti qui n'ont pas atteint des seuils, ils ne sont pas de facto tombés d'être des membres de l'Union sacrée, parce qu'ils ont signé aux chartes. Ils ont fait la campagne du président de la République, qui est toujours notre autorité, la plus haute autorité, et qui continue à être. Et c'est comme cela que le 17 mai, le président Fati a eu une réunion au niveau de l'Union sacrée où il a demandé aux membres de l'Union sacrée de se restructurer et de faire en sorte que l'Union sacrée soit la force politique qui pourra amener la conservation du pouvoir. Et c'est dans cette démarche de restructuration que nous autres qui n'avions pas atteint les seuils avons saisi l'opportunité de dire eh oui voilà, on ne nous invite plus dans des réunions parce que nous ne sommes pas au Parlement. Pourquoi pas proposer à nos frères qui sont au Parlement que nous allons jouer le rôle du souverain primaire averti. Les députés debout. Ouais. En quelque sorte. Parlement populaire. Nous sommes les députés debout. Nous sommes la base qui est instruite, qui est pas seulement instruite, mais qui est engagée parce que nous avions déjà ces missions-là d'aller les représenter là-bas et pour pouvoir travailler ensemble avec ceux qui sont là. Ça permettra le dialogue, ça permettra d'assurer la redevabilité, ça permettra d'assurer beaucoup d'autres choses que vous avez dit. Mais est-ce que vous n'allez pas seulement finir par dénoncer? Non, parce que maintenant nous avons une force quand même dans cette dénonciation-là. C'est pour cela, oui. Et celle-ci, c'est pour cela, quand nous sommes sortis le 6 juin, nous avons fait la déclaration que le bien sûr, après avoir consulté notre autorité morale, et le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Ici, c'est le président du Rassemblement des démocraties séquetistes, le docteur Sylvain Mutombo, qui en est le coordonnateur, mais c'était une démarche de consultation avec beaucoup d'autres chefs de regroupement et des partis politiques qui n'ont pas atteint le seuil. Et c'est avec eux qu'on a lancé cette démarche de 6. Et quand nous l'avions lancée, nous avons fait la première démarche d'aller solliciter, de rencontrer le président de l'Assemblée nationale qui nous a reçus le 10 juin et qui a vraiment trouvé cette initiative très louable. Parce que ça s'est fait comme ça en Tanzanie. Ça permet justement, c'est un mécanisme qui nous permet de rester engagés, de faire en sorte aussi d'assister, d'amener les désidérata qui ne pourront peut-être pas être perçus autres
d'enlever justement les concentrations des discussions dans les parlements autour des émoluments et de les mettre à ce qu'ils discutent probablement sur les désidérata orales de la population. Et c'est ça. C'est pourquoi même ces jours-là, le président Kamer a dit, si vous avez déjà un projet, aujourd'hui on est à l'Assemblée, vous pouvez le donner, on va le discuter tout à l'heure. Et c'est ce qu'on fait. On amènera nos projets qui seront discutés dans l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes qu'une même force qui veut que les slogans du peuple d'abord ne restent pas, la devise du peuple d'abord ne reste pas un slogan, que ce soit la réalité. Et que maintenant dans cette mandature, avec toute cette force, toutes ces initiatives, nous sommes déterminés à assurer à ce que Fachi atteigne sa vision, sa mission, et que le peuple soit d'abord mis au devant de la scène. Et le siège, c'est pour vous? Le siège, nous sommes l'union sacrée, hein. Nous n'avons pas de siège séparé, mais nous nous réunissons, nous avons fait notre première session du Parlement populaire justement, le 11, au centre Boboto. Parce que la salle nous permettait d'accueillir 500 personnes et il y avait au moins plus de 470 présents sur les 500 parlementaires. Nous avons la même configuration déterminée que la loi électorale avec le même nombre de députés par circonscription et nous avons discuté des désidératas de notre circonscription au niveau de cela. On espère que ça ne créera pas de problème avec la réelle majorité parlementaire. C'est quel genre de problème, par exemple? Problème de compétence, vous ne pensez pas? S'ils ne sont pas compétents, c'est leur problème, ils devront apprendre. Mais je le pense, parce qu'on a vu beaucoup d'autres qui sont arrivés. Est-ce qu'on ne peut pas vous soupçonner que vous avez des intentions de remplacer les Nous avons les intentions de défendre le peuple congolais, d'assurer que les députés ne vont pas passer tout leur temps à faire ce qu'ils ont fait dans la première mandature. Par exemple, ils n'ont pas suivi la réalisation des problèmes, n'ont pas suivi leur rôle qui est d'abord le premier. Bon, les lois ont été faites, beaucoup de lois ont été initiées pour pouvoir faire la sécurité par le président et les équipes qui soutiennent la présidence, mais le rôle de contrôleur de députés n'a pas été exécuté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient eux-mêmes dans le lit avec tous les exécutants. Et c'est ça qui a fait qu'au niveau des élections, ils sont tous venus pour pouvoir tricher les élections avec des exécutants montrant des démorales et des antivaleurs à toute la nation publique, sur la scène publique, comme si nous étions dans un jungle. Alors, ces choses, ça ne nous permet pas d'assurer même la défense de notre pays. C'est ces choses qui font que les agresseurs externes voient qu'il n'y a pas de sérieux au Congo. Et nous pourrissons le Congo nous-mêmes avec cela. Et on ne va pas continuer à les laisser faire. C'est pourquoi on s'est dit, ok, on va travailler ensemble. Nous sommes toute une famille. C'est comme dans une famille, hein, tu as des enfants, quand celui-là n'a pas de compétences, l'autre le lui dit, ça ne casse pas la tête. Le linge sale, c'est la grande famille. Ils apprendront de ce que nous aurons s'ils sont incompétents. Et s'ils sont compétents, nous serons très contents. Question de curiosité, Marie-Claire. Vous jouez quel rôle dans cette majorité extra-parlementaire? Oui, je suis membre. Jusque-là, je suis membre. Je ne suis pas dans la directoire. Mais bientôt, on va, parce qu'on a lancé juste le 11, on n'a pas encore toutes les commissions établies. Et je sais que je vais jouer le rôle dans la commission qui est en charge avec la représentativité, plutôt les relations externes et les affaires étrangères. Ah bon, ça va. Félicitations d'avance parce que c'est... Oui, mais il faudra ça a été fortement médiatisé. Ouais. Alors il faudrait que les téléspectateurs, les abonnés à notre chaîne puissent comprendre cette réalité-là, cette notion-là, majorité extra-parlementaire. C'est une, je dis Congolais, mes frères, c'est une initiative très prometteuse. Elle est vraiment une initiative révolutionnaire, prometteuse. Et ça aussi, il faut l'avouer, c'est peut-être par manque d'une propre
opposition qui aurait pu faire son travail de pouvoir tenir les gens redévables, on voit qu'ici tout le monde est piqué par l'épidémie de l'obsession à l'enrichissement rapide, illicite, et donc les gens ne regardent pas les besoins réels de population, ils cherchent des postes pour eux-mêmes. C'est pour cela que tu vois par exemple cette histoire où tu es candidat et ton premier suppléant c'est ton fils et ton deuxième c'est ta fille ou ta femme. Ça, comme ça, systématiquement sur tout le monde. C'est quoi ça? Non, mais c'est parce que ça, c'est vous qui êtes à la base, c'est-à-dire vous n'avez pas réussi à contrer la législature passée pour que cette loi ne puisse pas. Et voilà pourquoi donc maintenant tu vois le rôle de la parce que la magistrature, plutôt la majorité parlementaire présente n'aura pas d'incentive, n'aura pas de motivation de changer des lois comme ça. Parce que ça les bénéficie, ils sont déjà là. Donc il faudra bien qu'il y ait une force qui va dire au peuple, qui va aider le peuple pour dire ça, ce n'est pas approprié. Ça ne fait même pas le sérieux d'un pays. Ça ne fait pas le sérieux. Quand on nous voit de dehors, c'est la honte totale. Pour un si grand pays qui peut être vraiment le modèle, le beacon de ces continents entiers, porter tout un continent africain, le Congo peut l'être, et être rabaissé parce qu'on n'a pas pu voir plus loin que pour des intérêts vraiment égoïstes. Complètement individuels. Et je vous dis, pendant que notre pays est vraiment proie aux attaques, depuis toujours, hein, mais encore beaucoup plus précis maintenant, c'est nous qui faisons cette guerre contre nous-mêmes, avec ces attitudes-là. C'est là, moi je pleure. Souvent je regarde, je représente le Congo en tant que médecin comme un grand malade, comateux, attaqué par deux grandes causes profondes, les unes internes, les autres externes. Les causes internes étant ce que je viens de dire là, les pillages internes, les antivaleurs, les détournements sans scrupules, les vols, les tricheries, les élections complètement bidonnées, toutes ces choses internes détruisent le Congo, les rendent suffocants sur son lit. Et de dehors, le pays a perdu le sens de la valeur ou des valeurs républicaines. On a le petit Rwanda qui est à côté de notre voisin, instrumentalisé par les mains invisibles, à pouvoir attaquer notre pays comme ça, brisant toutes les lois internationales de l'humanité sans crainte. Mais pourquoi? Parce que même les Congolais, même qui devraient se lever et dire non, ils sont distraits en train de construire des buildings, d'acheter des immeubles, d'acheter des voitures de luxe, de porter des habits de luxe, et c'est tout. Leur vision s'est arrêtée là. Si même ces pilleurs, je dis, si même ces pilleurs avaient une vision de développement de ces pays et qui pouvaient reconvertir ces pillages pour une économie redistributive du peuple congolais, en investissant dans les routes, par exemple, dans la banque, dans ceci, congolais, on aurait quelque part pu profiter aussi aux Congolais. Mais tous ces grands montants d'argent pillés sont là pour les desseins individuels. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, Madame Marie-Claire. C'est très bien dit. Alors, nous abordons la dernière question, c'est cette fameuse question de ces monuments. Parce qu'avec la majorité extra-parlementaire, certainement, que vous allez contrer, vous allez chercher à dire à la population la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vérité. La dernière législature, dans les groupes sociaux, 21 000, 33 000 dollars. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée lui-même qui prend le courage de dire que c'est 5 000 dollars, mais il est contredit par les organisations de la société civile qui donnent d'autres éléments, qui disent que non, ça peut aller à 9 000 dollars, et ainsi de suite. Est-ce un débat républicain? C'est ça la première question. Absolument. C'est un débat républicain. Absolument. C'est un débat républicain juste par le fait même que les députés sont les représentants du peuple. Nous les avons élus pour nous représenter. Donc il faut savoir ce qui les touche. Absolument. Il faut savoir ce qui touche. Et donc, si le président a dit qu'il touche 5 000, c'est parce que lui-même il a senti le besoin de venir nous le dire,
expliquer. C'est bien que le peuple sache combien ils sont écoutés. Maintenant, si les organisations de la société civile voient que c'est faux, peut-être qu'il y a d'autres députés qui étaient là, qui sont là dans la société, qui connaissent la vérité, c'est aussi bien, comme ils le disent. Moi, je pense que c'est très facile à trouver la solution à ces problèmes. C'est juste de faire une investigation claire, une évaluation claire qui questionne la situation et qui donne la vérité. Est-ce que ça peut faire le débat dans votre organisation ça fera le débat. La majorité extra-parlementaire? Je pense, j'espère. Pour peut-être qu'on publie, parce que la dernière décision de la solution, c'est publier officiellement. J'aimerais bien. Les émoluments, oui. Ce serait bien, il faut les publier officiellement. Pourquoi on va le cacher? Il faudra les publier. Ça, ce sont les émoluments qui sont payés des biens publics. Ce sont les trésors. Oui, absolument. Ça doit être connu. Ce n'est pas un cachet, un secret de polichinelle. Donc, il faudra bien qu'on connaisse et que ça soit un moment aussi, ça fasse sens. Parce que les discussions qui se faisaient de dire qu'on va leur donner en plus 33 000 $ parce qu'ils enterrent les gens, sincèrement, si nous avons envoyé les députés pour aller enterrer tout le monde, je pense qu'on on est allé complètement à côté de la plaque. Ça. On est allé à côté de la plaque. Donc il faudra que... Je pense que c'est une discussion qui vaut le coup. Et moi je le dis en tant que citoyenne congolaise, souverain primaire, j'aimerais savoir les personnes qui me représentent dans ma circonscription de Mweka, ils touchent combien? Marie-Claire, nous avons toujours une question très simple. Vous avez suivi, vous avez abordé presque toutes les 3 questions, tous les 3 sujets. Ouais. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous auriez voulu dire? Je crois que je l'ai dit déjà un peu, mais je vais aborder. Le Congo, présentement notre pays, il a un état d'urgence. Il est vraiment avec des grands risques d'éclatement. Et ça, c'est ce qui me fait moi pleurer tout le temps, parce que je ne sais pas si mes enfants auraient le Congo-Kéché. Mes chers frères et sœurs, c'est la réalité. Avant, ça pourrait encore être conçu comme si c'était des histoires à faire dormir les enfants debout. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus clair que le pays est dans les grands risques d'être balkanisé, d'éclater en morceaux et d'être étouffé totalement. Maintenant, pendant cet état d'urgence, où nous savons même très bien qu'à ce moment précis, il y a une force étrangère dans notre pays en train de tuer, en train de piller des ressources, il a occupé des territoires, nous ne pourrons pas jouer les choses comme si c'était des normes, comme s'il n'y a rien. Il faudra qu'on comprenne qu'on a vraiment l'obligation patriotique nationale de défendre notre pays. Pas forcément de cette petite force y compris, mais aussi des habitudes que nous-mêmes nous avons fait qui détruisent les Congos. Donc c'est de ça que je parlais. Je le représente moi, comateux, attaqué par ces deux causes. Mais maintenant, dans la démarche médicale, c'est de trouver des remèdes, des solutions pour attaquer ces causes et le relever sans commun. Merci beaucoup, docteur Marie-Claire. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux parce que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous disions que c'est Marie-Claire, l'habitude à cette émission. Avec elle, nous avons abordé les questions d'actualité en République démocratique du Congo, son pays, notre pays, l'investiture du gouvernement Judith Tuluka. Est-ce qu'il y a à espérer? Il est optimiste, il a donné des raisons, mais aussi au nom de la citoyenneté responsable, ils ont créé une structure au sein de l'Union sacrée qu'on appelle la majorité extra-parlementaire pour faire le suivi, porter la voix des sans-voix, la voix des Congolais, des citoyens congolais et faire en sorte, faire aussi ce qu'on appellerait la surveillance citoyenne des dirigeants pour qu'ils ne puissent pas déborder. Ses propres mots sont tels que l'opposition n'étant pas visible actuellement, donc il faut qu'ils arrivent à jouer ce rôle. Et c'est la question des émoluments des députés nationaux.
Elle avoue que c'est une question républicaine, c'est un débat républicain. Le souhait, c'est qu'on arrive à publier ces émoluments parce que les citoyens congolais, les électeurs, doivent savoir combien touchent leurs élus et surtout qu'ils sont payés, ils bénéficient de l'argent des contribuables congolais. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro. Merci, nous disons, abonnez-vous sur la DDH News, vous ne serez pas déçus. Merci à vous tous qui nous encouragez, à vous tous qui nous soutenez. Mardoché Kabouye, dans l'ombre, Jean-Pierre Kaniki, qui est notre grand régisseur pour le YouTube. À la prochaine. Merci. Merci.